Bienvenue dans Rétroviseur. C'est l'histoire d'une mère qui, par le fait de ses enfants, se retrouve dévastée de coups. Ces enfants, ces mêmes enfants qui ont jadis tant lutté pour lui rendre sa liberté confisquée. Malgré son passé glorieux, aujourd'hui, divisée en deux, elle se cherche. Elle cherche encore sa voie dans ce contexte de mondialisation. Cette mère, c'est le Mali, mère patrie digne et fière. Mesdames et messieurs, dans ce numéro de Rétroviseur, nous allons vous parler des coups d'État au Mali, de Traoré à Goïta. Passionnés et amateurs d'histoire, à toutes et à tous, Aouni Séné. Proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. Maliens, aujourd'hui, 19 novembre 1938, l'heure de la liberté a sonné. Nous n'entendons pas partager le pouvoir entre nos militaires, nous entendons remettre le pouvoir au peuple. Pour qu'en Malien, nous décidons de ce qui fera le bien de ce pays de façon consensuelle et démocratique et en toute liberté. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Plus de 204. C'est le nombre de coups d'État perpétrés en Afrique depuis les années 50, sur 475 au total dans le monde. Parmi eux, 4 ont bouleversé le cours de l'histoire du Mali. Signe du destin ou simple coïncidence, curieusement, ces 4 coups d'État ont presque tous eu lieu un mardi. Ils ont aussi tous été préparés et exécutés à partir de la caserne de Kati, située à 15 km de la capitale Bamako. Mesdames et messieurs, pour commencer notre périple dans l'histoire, retour sur la formation de la Fédération du Mali, composée du Sénégal et du Soudan, actuelle République du Mali. En effet, à la conférence de Bamako en décembre 1958, les représentants du Sénégal, du Soudan, du Dahomey, l'actuel Bénin et aussi de la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, écrivent l'acte de naissance de la Fédération du Mali. Sa première assemblée constituante s'ouvre le 14 janvier 1959 par le discours de Amadou Lamine Gueye, sénateur maire de Dakar, qui dit « Notre union dans cette salle des délibérations du Grand Conseil est un acte de foi dans le destin d'une Afrique forte, de l'union de tous ses membres, sans discrimination d'aucune sorte. » Et 3 jours plus tard, la Constitution fédérale est approuvée à l'unanimité par les 44 délégués des 4 pays membres. Alors immédiatement, les Soudanais et les Sénégalais l'adoptent le 21 et le 22 janvier. Mais sous la pression de la France et de Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta et le Dahomey se retirent, réduisant donc la fédération au Soudan et au Sénégal. L'Assemblée fédérale, à la tête Léopold Sédar Senghor, élit Modibo Keïta le 4 avril suivant, au poste de président du gouvernement fédéral, qui sera composé de 4 ministres de chacun des pays membres, et à celui de vice-président Mamadou Dia. Le 15 mai 1959, De Gaulle reçoit Modibo à l'Élysée, qui reconnaît finalement la Fédération du Mali au sein de la communauté, ce qui aboutit à la signature des accords sur l'indépendance de la Fédération, proclamés officiellement le 20 juin 1960 à minuit par Léopold Sédar Senghor. Suivez. Matignon, le Premier ministre, M. Michel Debré, a tourné une page de l'histoire africaine en ouvrant les négociations avec les délégués de la Fédération du Mali qui groupent le Sénégal et le Soudan. Ces négociations doivent en effet aboutir à l'indépendance du Mali, mais cette indépendance prendra une forme unique au monde. Le Mali tient à rester dans la communauté. 2 avril 1960, signature à Paris des accords franco-malgaches. 4 avril,
signature des accords entre la France et la Fédération du Mali. Ces accords reconnaissaient l'indépendance du Mali et de Madagascar, leur donnaient le droit de poser leur candidature à l'ONU, mais maintenaient leur participation à la communauté. Or, l'article 86 de la Constitution disait « Tout État devenu indépendant cesse d'appartenir à la communauté ». Il a donc fallu, en un premier temps, réviser la Constitution. Cela fut fait par l'Assemblée nationale, le Sénat de la métropole, le Sénat de la communauté. Cette révision faite, il devenait possible et il restait nécessaire de ratifier les accords franco-malgaches et franco-maliens. La discussion en a été entreprise aujourd'hui au Palais Bourbon, défendue notamment par M. Debré, Premier ministre, par M. Foyer, secrétaire d'État à la communauté, et par le rapporteur de la commission, M. Carous. Leur ratification ne fait aucun doute. Mais l'opposition a affirmé que ces accords étaient déjà dépassés du fait de la demande formulée par les 4 pays du Conseil de l'Entente qui réclament leur indépendance immédiate et renvoient à plus tard la signature d'accords de coopération avec la communauté. Chacun des 12 États noirs de la communauté peut avoir son régime propre à l'intérieur de celle-ci, mais certains craignent les surenchères. Ce matin, au cours de l'entretien que j'ai eu avec le président général de Gaulle, nous sommes arrivés à une solution qui, à mon avis, peut donner satisfaction à mes amis. C'est qu'étant donné que je suis le président du gouvernement de la République soudanaise et le président de la Fédération du Mali, et que cette fédération a certaines compétences dont les 2 États se sont dessaisis, je pourrais donc au Conseil exécutif intervenir au nom de la République soudanaise et au nom de la Fédération du Mali qui groupe le Soudan et le Sénégal. C'est une fédération. De quel pays? Du Soudan et du Sénégal. Le Mali, c'est un parti politique formé par les leaders africains. C'est un parti qui est formé pour libérer l'Afrique. Le Mali, c'est l'ensemble, c'est le Soudan et le Sénégal, quoi. Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre ensemble? Oui, très bien, alors. Ils sont faits pour s'entendre, oui. Il me semble qu'ils peuvent s'entendre quand même. Ah oui, c'est possible. Oui, pour le moment, je peux dire que les 2 pays peuvent s'entendre dans l'avenir. Le parti, il a étendu son réseau sur tout le pays, jusqu'au fond de la brousse. Nous avons remonté la vallée du Niger jusqu'au village de Kangaba, près de la frontière de Guinée. Et là, pour recevoir la télévision française, le secrétaire local du parti avait mis son plus beau boubou. Il y a combien d'habitants dans le district? Il y a 32 000 habitants environ. Et quelle est la proportion de membres du parti? Presque la totalité, 99%. Ambela Djelen Faso Kabarai. Ambela Djelen Faso Kabarai Jumaye. No ye Dje Barawye. En dehors de votre travail normal de fonctionnaire, qu'est-ce que vous faites? Chaque jeudi, nous nous réunissons pour préparer un programme bien déterminé pour les différentes sorties que nous devons effectuer. Les dimanches et les samedis, nous sortons pour aller nous mettre en contact direct avec les paysans dans les villages. Et alors, qu'est-ce que c'est que vous leur proposez aux villageois? Alors, c'est une éducation que nous leur apportons avec des conseils, c'est-à-dire l'essence des groupements ruraux, la collectivité. Et ce matin, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Ce matin, nous avons à fabriquer des briques pour la construction des maisons des jeunes. Et ce sont les villageois eux-mêmes qui vont construire, qui vont fabriquer ces briques? Les villageois eux-mêmes, nous allons les aider à fabriquer ces briques. Au cours de nos sorties, nous avons un très bon accueil chez les villageois. Ils sont très enthousiasmés de nous recevoir à toutes les sorties et nous sommes sûrs que le programme que nous leur donnons sera entièrement satisfait. Le parti ne se contente pas de secouer les paysans et de les amener à la notion patriotique du travail collectif et dirigé. Le parti veut aussi former des cadres. D'où ce stage en tenue de football, le sport national par excellence, et sur une cadence très militaire. Oui, tous ces jeunes gens qui chaque matin assistent au lever des couleurs maliennes, au garde à vous, sont destinés, leur stage fini, à partir dans la brousse où ils seront un peu tout. Conseillers agricoles d'abord, mais aussi infirmiers, scribes, notaires peut-être, et même instituteurs.
Ils font de tout pendant ce stage. Travaux pratiques pour l'avenir, bien sûr. Et c'est encore, une fois de plus, le parti qui organise ses cours pour toucher le plus vite possible et le plus profondément les masses. Maman, papa et maman. Bien, à ta place. Le militarisme par lui-même est un stimulant pour des populations qui pendant longtemps avaient une vie purement rurale. Nous avons donc militarisé nos jeunes pour pouvoir entraîner les populations dans la perspective de leur mobilisation pour les investissements humains. Je suis passé dans un village où les gens n'avaient pas l'air très emballés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oh non, c'est pas du tout normal. Parce qu'ils ont donné leur parole d'honneur qu'il fallait respecter. Vous leur avez fait donner leur parole? Oui. Et généralement, quand un village collectivement donne sa parole, il la respecte. Ah oui, il doit la respecter. Quand ils s'y mettent, les Sénégalais valent bien les Soudanais. De temps en temps, la route, ça arrive, traverse un village et trouve un obstacle. Alors, on enlève l'obstacle. Notre voie est différente de la Guinée. Nous aurions pu, au terme de l'article 86 de la Constitution, procéder à un référendum et sortir de la communauté. Le geste n'eût pas été très amical vis-à-vis de la France. Nous n'avons pas voulu faire cela et nous avons préféré la procédure suggérée par l'article 78 de la Constitution, c'est-à-dire le transfert des compétences communes au Mali. Car nous entendons situer notre indépendance dans le cadre de la communauté, d'une communauté rénovée, pour tout dire, dans le cadre d'une association de type confédéral, d'un Commonwealth à la française. Après donc la formation du gouvernement fédéral, mesdames et messieurs, les dissensions entre les Sénégalais et les Soudanais ne tardent pas à se faire sentir, notamment sur leur conception politique et sur les nominations. En juillet 1960, Modibo nomme au poste de chef d'état-major le colonel soudanais Soumaré, alors que Mamadou Dia, lui, avait proposé le colonel sénégalais Fall. Pour protester donc contre ce qu'il considère comme un empiètement à ses prérogatives, Mamadou Dia refuse de contresigner le décret comme l'exige la Constitution fédérale. Keïta, n'ayant pas apprécié ce refus, convoque au soir du 19 août 1960 un conseil des ministres extraordinaire pour destituer Mamadou Dia, ce qui mettra évidemment le feu aux poudres. Senghor accusera Modibo de tentative de putsch et à 1h du matin, sous l'égide de Mamadou Dia, les députés sénégalais se réunissent pour proclamer l'indépendance du Sénégal et Senghor devient son président. C'est la nuit de l'éclatement de la Fédération du Mali. Après être retenu à Dakar avec ses proches et finalement libéré et escorté vers le Soudan où ils sont accueillis à un héros, Modibo Keïta, ce panafricaniste convaincu, malgré son ouverture à une médiation pour la Fédération, a fini par se résoudre à proclamer l'indépendance de la République soudanaise qui deviendra le 22 septembre 1960 la République du Mali. Citoyens du Sénégal, c'est le secrétaire général de l'UPS qui vous parle. Comme vous le savez, Modibo Keïta, poussé par une ambition folle, vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. Il a destitué Mamadou Dia de son poste de ministre de la Défense du Mali. Or, il fallait pour cela l'approbation de la délégation du Sénégal à l'Assemblée fédérale. Il a mobilisé les troupes du Mali contre le peuple sénégalais, troupes dont la plupart sont des Sénégalais. C'est une autre illégalité, car la sécurité intérieure appartient aux États fédérés, non à l'État fédéral. Mais, comme chacun le sait, Modibo Keïta n'a cure de la légalité. À la force, nous répondons par des forces supérieures. Sénégalaises, Sénégalais, l'heure est grave. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Jamais le Sénégal n'a été dans une telle situation. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance, cette indépendance dont les hommes politiques sénégalais ont été les principaux artisans en Afrique noire de langue française. Ce que l'on veut, vous le savez, on ne s'en cache pas. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage.
vous ressusciterez aujourd'hui la bravoure et l'honneur de nos ancêtres, d'un Ndiadia Ndiaye, d'un Lat Dior Diop. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Comme tous les leaders de l'UPS, vous aussi, n'est-ce pas? En séance extraordinaire, dans son palais, l'Assemblée législative du Sénégal a abrogé tous les transferts de compétences qu'elle avait consentis au gouvernement du Mali. Elle a décidé que le Sénégal se retirerait immédiatement de la Fédération du Mali. Et elle a, dans un élan unanime, proclamé l'indépendance du Sénégal. Cette indépendance, le gouvernement la défendra avec détermination et contre quiconque oserait la menacer. Il en a les moyens. L'Assemblée législative a voté une loi instituant légalement l'état d'urgence. Et elle a donné plein pouvoir au gouvernement pour une période de 3 mois. Le gouvernement, j'en donne l'assurance, utilisera ses pleins pouvoirs pour asseoir l'indépendance sénégalaise sur des bases inébranlables. La Fédération du Mali s'était prononcée contre les manigances qui se faisaient au Congo. À preuve, on a envoyé un contingent de la Fédération du Mali en soutien au gouvernement légal dirigé par Lumumba au Congo. Le coup d'État de Dakar a trouvé cette armée-là au Congo, et c'est au Congo là-bas que Sénégalais et Soudanais se sont séparés. Arrivé à la gare, je suis désolé. En ce moment, j'étais jeune, j'avais à peu près dans les 25 ans, 27 ans. La clé de la voiture que j'avais, la force américaine, j'ai bloqué les portes. Senghor a envoyé son neveu, qui était le chef du protocole, de dire qui attend que dès qu'il aura déposé Modibo devant la gare, qu'il vienne se mettre à ma disposition. Je lui ai répondu, c'est un autre tal qui va le conduire, mais ce n'est pas ce tal de Modibo qui va le conduire. Partout où Modibo ira, j'irai avec lui. Et j'ai pris la clé, j'ai mis dans ma poche, je suis rentré dans le train. La manière dont on a fait un affront aux responsables maliens, pour chacun c'était une espèce d'humiliation qui nous avait été infligée, pas par Senghor, par la France. Senghor n'a été que l'objet qui a manipulé ça. Ce matin, j'ai répondu que nous sommes prêts à accepter toutes les médiations, d'où qu'elles viennent. La réelle cause, d'abord je crois les causes fondamentales, c'est que nous étions d'options politiques différentes. C'est déjà une cause essentielle et fondamentale. Modibo et ses amis, RDA, marxistes scientifiques. Nous, sociaux-démocrates, nous n'avions pas les mêmes manières de voir ni les mêmes manières d'analyse. La rupture en elle-même, à un moment donné, il y a eu une rencontre entre les partis. On s'est partagé les fonctions. La fédération, le président de la fédération, ce sera Modibo, le président de l'Assemblée fédérale, ce sera Senghor, etc. Enfin bref, on a fait le partage des responsabilités entre eux. Un partage assez équilibré, à mon sens, à partir du bureau politique. Mais, encore une fois de plus, intervenant, vous savez, la force des idéologies. Quand Modibo s'est installé avec son entourage, avec leur manière, leur conception de la construction d'un État ou d'une nation, ça ne pouvait pas correspondre à notre vue. Et Modibo se lève pour attaquer violemment, je ne dis pas vigoureusement, mais violemment les thèses de Senghor sur la coopération avec la France, sur le système éducatif que nous avions proposé, sur peut-être la méthode de développement, etc. etc. Senghor était à l'époque dans une mouvance telle qu'il ne pouvait pas agir autrement qu'une personne disponible à l'exécution d'une certaine politique française en Afrique à cette époque-là. Premièrement, la forme de néocolonisation. Tout cela faisait que la Fédération du Mali dérangeait et son exemple était dangereux pour la domination française à l'époque. Donc, l'essentiel, je crois, des raisons pour lesquelles la Fédération du Mali a éclaté est venu de l'extérieur, plus précisément de la France.
inévitable et urgent que la République soudanaise s'affirme sur le plan africain et sur le plan international. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. Voilà la République du Mali indépendante sous la direction de son charismatique leader Modibo Keïta, pour qui l'Afrique ne trouvera son salut que dans son unité, car l'indépendance des petits territoires isolés était sans grande importance et qui, en avril 1936, lorsqu'il était encore élève à l'école normale William Ponty de Gorée, sauve de la noyade Émile Derlin-Zinsou, qui deviendra 31 ans plus tard le président du Dahomey. Accusant Paris d'être derrière le déclin de la fédération, le Mali se retire de la communauté en septembre 1960 et rompt avec la France. Il choisit l'option socialiste et oriente son pays vers une socialisation progressive de l'économie. Pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance, il fait de l'agriculture et du commerce une priorité. Mais suite à la création du franc malien en 1932, les difficultés d'approvisionnement entraînent une inflation importante et le mécontentement grandit au sein de la population, ce qui explique la grande manifestation des paysans les 19 et 20 juin 1968 à Ouélé-Sébougou. Notre détermination à construire un véritable socialisme, notre volonté de réaliser avant toute autre association une véritable communauté africaine ont déterminé certains responsables français à conduire les dirigeants sénégalais à la sécession. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. Premièrement, le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Deuxièmement, l'attentisme du gouvernement français dans l'application des accords franco-maliens, en particulier dans le domaine économique. Troisièmement, l'intervention de la République française auprès des organismes directeurs du marché commun pour que ceux-ci attendent la conclusion des événements avant d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la Fédération du Mali. Quatrièmement, le terme même du message de félicitations du général de Gaulle à M. Senghor, nommé président de la République du Sénégal. Cinquièmement, l'aveu du Premier ministre de la République française de son action en décembre dernier auprès de M. Senghor et Dia pour qu'il transforme la Fédération du Mali en confédération. Enfin, la demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Cela se conçoit aisément, puisque ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal.
Quand nous sommes arrivés au pouvoir, notre objectif c'était commun, connu, développer le pays dans la justice, par le travail, compter d'abord sur nous-mêmes. Nous avons élaboré un plan. La priorité à l'agriculture, l'industrialisation et naturellement l'école, la santé. Nous avons réalisé la grande réforme de l'enseignement. Nous avons eu droit aux félicitations de l'UNESCO. Le directeur général de l'UNESCO est venu ici nous féliciter. L'agriculture, nous avons voulu développer les cultures vivrières et diversifier l'agriculture, trouver d'autres créneaux pour exporter, mais appuyer surtout la production vivrière pour arrêter les famines. L'industrialisation, jusqu'ici, nos industries, les industries que nous avons édifiées demeurent. Ce sont les industries qui sont montrées à l'étranger qui visite le Mali. La Comatex de Ségou, une usine textile de 25 000 brosses qui emploie 1700 travailleurs. La sucrerie, nous avons commencé avec la petite sucrerie de Dougabougou. Il y avait un ingénieur français qui nous a dit que la canne de bouche réussit chez nous, c'était traditionnel, mais pour ce qui est de la canne sucrière, il faut attendre des années. J'étais ministre du Plan et ministre de l'Agriculture. Je me suis séparé de lui et j'ai fait appel à la Chine. En quelques mois, nous avons réussi la canne sucrière et au bout d'une année, nous avons commencé à construire la sucrerie. Aujourd'hui, le Mali a une grande sucrerie, Soukala, qui emploie en période de croisière jusqu'à 10 000 travailleurs. Ceux de la coupe, ceux du ramassage, c'est de l'industrialisation. En période ordinaire, 2500. Nous avons également cherché à faire quelque chose au niveau du bétail. Nous avions construit des abattoirs frigos à Bamako, à Gao. Malheureusement, ceux qui étaient nos alliés à l'époque nous ont abandonnés et n'ont pas pu faire quelque chose au niveau de la viande, mais nous nous sommes attelés alors au cuir. Nous avons créé Tamali, les tanneries du Mali, et nous exportions le cuir, les peaux tannées, le cuir. Nous avons cherché à donner aux populations ce dont elles ont besoin. Nous agissions sur les prix. C'était le même prix entre Caille et Gao. C'était difficile parce que nous avions dit à la population qu'il fallait serrer la ceinture. Au départ, il n'était pas question de consommer, mais de produire d'abord et de manière à être autonome nous-mêmes. Ne pas attendre de l'extérieur. De tout faire pour être nous-mêmes les organisateurs de notre économie. Parce que nous en sommes les principaux bénéficiaires. Pour Modibo, c'était d'abord le travail. Je me souviens, j'étais avec lui à Ombori. Un jour, un paysan est venu nous apporter dans une petite calebasse quelques pierres. Il dit, mais Modibo a dit, mais qu'est-ce que c'est? L'administrateur qui était là a dit, mais monsieur le président, c'est du diamant. Modibo a dit, alors gardez ça. Gardez ça, sinon vous ne produirez plus un grain de mil ou de maïs.
garder ça. On n'en a plus parlé. Je ne sais même pas ce que sont devenus ces pierres. Il n'a plus voulu qu'on en parle. Il faut travailler. Nous, c'était ça. Nous savions qu'il y avait du pétrole. Nous n'en avons pas fait un problème crucial, primordial. Trouver d'abord du pétrole pour vivre. Il faut travailler pour vivre. Cinq mois plus tard, un groupe de 14 militaires lourdement armés en provenance de la caserne de Kati, avec à la tête un certain lieutenant Tchekoro Bakayoko, choisi pour son audace, viennent stopper près du village de Massala le convoi du président Modibo Keïta en provenance de l'intérieur le 19 novembre 1968 à 10h30. Ils demandent au président de se mettre à la disposition de l'armée et l'escortent dans la capitale à bord d'un blindé. Arrivé à Bamako, le convoi se dirige tout droit au siège de l'Union soudanaise RDA, où les putschistes ont établi leur quartier général et détiennent tous les dirigeants du parti et membres du gouvernement. C'est la première rencontre entre Modibo Keïta et le capitaine Yoro Diakité, cerveau du coup d'État qui lui soumet deux revendications majeures. Renoncer au socialisme qu'il prône depuis l'indépendance, se séparer de ses principaux collaborateurs. Mais Modibo refuse tout de suite en ces termes. Nous sommes dans un pays de droit et de démocratie. Nous respectons depuis l'indépendance la volonté populaire. C'est le peuple qui a opté pour le socialisme. Le socialisme n'est pas mon seul choix à moi. Demandez donc au peuple ce qu'il en pense. Quant à mes collaborateurs, je leur fais une entière confiance. Très tôt le matin, à 6 heures, nos radios, le sergent Isaac Diarra, à l'époque il était sous-officier, est venu m'informer comme quoi il vient de capter un message annonçant qu'il y a eu un coup d'État perpétré à Bamako. Voilà la teneur du message verbal. J'ai foncé dans la cabine de Modibo, je l'ai trouvé arrêté avec son épouse, parce qu'il est matinal. Laquelle épouse? Mariam Traoré. Je l'ai informé. Séance tenante, Mariam lui a suggéré de dire, de réunir la délégation, et Modibo m'a demandé d'exécuter cette instruction. Voilà comment je suis parti. Il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, il garde son calme. Il garde tout son calme. Moi je crois que c'est légitime. Un homme ne doit pas s'affoler face à un événement. Parce que si vous vous affolez, vous perdez tout le contrôle. Quand il est arrivé dans la salle, il a exposé aux membres de la délégation ce qu'il venait d'apprendre. Les uns et les autres, c'est normal qu'ils soient indignés. On lui a fait des propositions. Entre autres. Entre autres. De retourner à Ségou pour essayer de s'organiser et contrebalancer l'attaque. C'est-à-dire pas l'attaque, c'est-à-dire ceux qui ont fait le putsch. D'autres ont dit, bon, il vaut mieux en arriver à Koulikoro, prendre des voitures et puis foncer vers Nara et la Mauritanie. Mais Modibo, avec son calme olympien, a répondu tout simplement qu'il n'est pas question pour lui d'aller à Ségou ou d'aller ailleurs. Il rentre à Bamako. Et l'histoire n'apprendra jamais que Modibo a fui. Il donnerait comme conseil aux uns et aux autres de ne pas avoir une attitude désobligeante vis-à-vis des putschistes que l'on pourrait rencontrer, de ne pas utiliser leurs armes parce qu'ils ne voudraient pas verser le sang malien à cause du pouvoir. Ça, c'est la réplique de Modibo. La réplique du Modibo dans la salle. En assemblée. En assemblée. Avec les membres de la délégation présente. Avec les membres de la délégation. Sur le bateau. Sur le bateau. Nous arrivons à Koulikoro, le bateau accoste, et effectivement, l'équipage du bateau était en blanc. Ils ont formé leur air, ils ont rendu hommage à Modibo, et Koulikoro était en liesse. Les pionniers ont chanté l'hymne,
Et Modibo de répondre et d'inviter les pionniers à redoubler de vigilance pour barrer la route aux détracteurs et aux fossoyeurs du régime. Et entre-temps, toutes les voitures étaient là. Je crois que les putschistes ont laissé les voitures venir chercher Modibo. C'était bien organisé. Il y a un chef milicien qui m'a contacté. Lequel? Je ne connais pas son nom, il était basé à Koulikoro. Il m'a soufflé, il m'a dit qu'il mettait la milice à ma disposition. J'ai souri. Parce qu'une milice, je connais son degré de formation. Je ne connais pas ce qui est devant moi. Est-ce une compagnie? Est-ce un bataillon? Faut-il aller les massacrer? J'ai décliné l'offre. J'ai respecté les consignes de Modibo. Nous avons pris place dans la DS 21 Break. Modibo, son épouse Mariam, sa fille Hava et moi, assis à côté du chauffeur Wal. Les autres ont embarqué dans les autres voitures. Nous avons roulé en direction de Bamako. Et j'aperçois devant moi, après quelques kilomètres, un engin, plein centre de la voie. Je me suis dit en tant qu'officier, quel engin? J'arrive, j'ai aperçu un engin qui était vert olive, mais au fur et à mesure que j'approchais, j'ai pu détecter que c'était un BTR 152, qui est uniquement réservé pour le transport de troupes. Donc vous voyez qu'il y a une différence avec un tank. Un tank, c'est avec chenille. À 50 mètres, j'ai demandé au chauffeur Wan d'arrêter la voiture. Je suis descendu la voiture, laissant Modibo et son épouse, et l'enfant. Coquet m'a suivi avec quelques gardes-corps. À pied, nous avons été vers l'engin. C'est là où j'ai aperçu le lieutenant Tchekoro Bagayoro arrêté dans l'engin. Vous voyez la différence? J'étais arrêté dans l'engin. Dans l'engin, dans le BTR 152, près d'une mitrailleuse. Pointé où? Oui, c'est normal. Pointé sur vous? Pointé sur nous. Et Tchekoro m'a salué rudimentairement. Sans descendre? Sans descendre. Tchekoro n'a pas mis pied à terre. À terre. Il m'a dit, mon capitaine, mes chefs m'envoient chercher le président Modibo. J'ai dit, mais j'ai répondu à Tchekoro, est-ce que le président ne peut pas rester dans sa voiture et vous suivre? Il a répliqué, il dit qu'il a reçu des instructions comme cela. J'ai dit, des ordres sont des ordres. J'ai fait demi-tour. Tchekoro n'a pas bougé. En ce moment, les militaires qui étaient dans les autres engins sont descendus. Tchekoro est dans l'autre engin, j'ai remarqué qu'il y avait Baba Diarra, avec qui je n'ai pas eu de conversation. Donc je suis venu vers Modibo. En ce moment, les soldats tiraient de part et d'autre, dans la broussaille. J'ai informé Modibo de ce que Tchekoro venait de me dire. Il n'a pas hésité d'ouvrir sa portière. Sa femme a voulu le suivre, il a dit non, vous restez avec l'enfant. Donc Modibo a pris la tête de notre détachement. Lui, moi après, Coquet et quelques gardes-corps. Nous sommes venus au niveau de Tchekoro. Modibo, on a ouvert la portière de l'engin. Modibo s'est embarqué. J'ai pris place à côté de lui, sur une banquette et à sa droite. Tchekoro toujours debout. Je ne sais pas comment les autres ont pu se comporter, quel a été le comportement des autres. Bon, donc l'engin a fait demi-tour et nous avons pris la route de Bamako. Chemin faisant, quand on était au nord de Bamako, j'ai commencé à demander à Tchekoro réellement ce qui s'était passé. C'est là où Tchekoro m'a dit, je me suis tenu debout à côté de lui, parce qu'il y avait le vrombissement du moteur, donc je ne pouvais pas rester assis et lui poser la question. Il était toujours près de sa mitrailleuse. Et Tchekoro qui m'a répondu en disant qu'on reprochait la détérioration du tissu économique et financier du Mali. Raison pour laquelle ils ont cru devoir faire le putsch. Maintenant, si Modibo, quand ils vont organiser des élections, 2 mois plus tard, si Modibo voudrait se présenter aux élections,
il pourra le faire. C'est Tchekoro qui vous parle C'est Tchekoro qui me parle dans le BTR. Dans le BTR, Modibo est assis. Modibo est assis, il n'entendait pas. Il n'entendait pas. Bon. Et lui n'a pas posé de questions à Tchekoro. Il n'y a pas eu d'échange de conversation entre Modibo et Tchekoro. Et personne n'a touché au physique, c'est-à-dire au corps de Modibo, en termes de saisie, de l'enchaîner ou bien de le brutaliser. Mais quand on dit dans les écrits que tel chef qui est devenu aveugle a pris Modibo, etc., c'est de la légende. C'est faux. Je dis encore que c'est faux et je le souligne avec 2 traits rouges. Et quand nous sommes arrivés en hauteur de la maison, c'est-à-dire vers Korofina, toujours debout, Tchekoro m'a montré des villas, telles que la villa de Ladji Camara. Il avait des villas jumelées. Il dit, bon, vous voyez ces villas-là. La villa de Madara, il me l'a montré également. Pour dire qu'on reprochait tout cela au régime. Moi, je me suis réassis à côté de Modibo. Je lui ai donné la teneur de ce que Tchekoro venait de dire. Il n'a pas placé un mot. Il n'a pas placé un mot jusqu'à la maison du peuple. On arrive là, on ouvre la portière, Tchekoro descend, Modibo le suit, moi je le suis. Vous suivez toujours comme lui? Ah, j'ai toujours suivi Modibo jusqu'au moment du réembarquement. C'est là où nous nous sommes séparés. Là aussi, je vais vous le raconter. Bon. Et quand nous sommes descendus, immédiatement, c'est en face, on nous a introduits dans le bureau situé à côté de l'escalier extérieur. Si vous voulez, les Maliens le savent, c'est l'ancien bureau de Djibril Diallo. C'est ce bureau-là qui est historique. On avait trouvé des officiers de Moussa, Yoro Diakité et d'autres officiers. J'ai reconnu Ablaye Diallo Didax, Mohamed Mariko. Et d'ailleurs, avant qu'on entre dans le bureau, Modibo a reconnu Mohamed Keïta de la garde présidentielle à la porte. À la porte? À la porte. Avec les pouchistes? Non, il était là arrêté. Bon. Et il a dit, Mohamed, c'est le seul mot qu'il a placé avant de pénétrer dans la salle. Le seul mot. Il a dit, en forme interrogative ou bien en forme d'étonnement? Je pense que c'est un étonnement. Mohamed. Mohamed, il l'a dit et nous sommes rentrés dans le bureau. Parce qu'il faut reconnaître, on ne pouvait pas savoir dans quelles circonstances le coup a été fait. On entre dans le bureau, il y avait une place aménagée pour le Modibo, et moi j'ai pris place à sa gauche. Et là, face à Moussa, Yoro et autres, Moussa de prendre la parole pour lui dire effectivement qu'ils ont fait le coup, parce que la situation économique et financière du Mali était désastreuse, qu'ils allaient garder le pouvoir pendant un certain temps, contacter le peuple, faire des élections, et si Moussa était consentant, Modibo était consentant, il pouvait se présenter aux élections. C'est Moussa qui parlait à Modibo? À Modibo. Modibo de répondre qu'il le remerciait, mais que pour lui, il n'est pas question de se présenter à des élections. Il préfère retourner à sa case et cultiver. À la maison du parti, il y a un endroit où on peut monter là-haut par l'escalier. Juste à cet endroit, juste en bas, au rez-de-chaussée, il y a un bureau qui est là. C'est là-bas qu'ils l'ont fait entrer. Et quand il est entré, ils ont admis ceux qu'ils voulaient admettre dans la salle. J'étais admis dans la salle. Il y avait Walagem, il y avait Makadou, il y avait d'autres cadres. Il dit, ce matin, quand on nous a informés de ce qui s'est passé à Bamako, c'est là que les militaires ne s'attendaient pas à ça. On a senti la frayeur, la rumeur dans la salle. Ils s'inquiétaient. Ils se parlaient 2 à 2. Et il a dit, quand on a appris la nouvelle ce matin, on pouvait retourner et vous n'aviez pas gagné. Si on était retourné à Ségou, vous savez très bien quelles sont les forces qui sont à Ségou. Vous aurez écrasé. Les choses se sont arrêtées un peu là et moi je suis sorti. Face donc
À ce refus du président Modibo, les putschistes du Comité militaire de libération nationale diffusent à la radio malienne le communiqué de prise de pouvoir lu par un jeune lieutenant Moussa Traoré qui a participé à la prise de Bamako et annonçant que l'heure de la liberté a sonné. C'est ainsi donc que prend fin le 19 novembre 1968, 8 ans de règne du président Modibo Keïta, envoyé dans un camp militaire en prison à Kidal. Maliennes, Maliens, aujourd'hui, 19 novembre 1968, l'heure de la liberté a sonné. Le régime dictatorial de Modibo Keïta et de ses valets a chuté. Le comité militaire de libération nationale assumera désormais les pouvoirs politiques et administratifs en ordonnant la formation d'un gouvernement et d'institutions politiques démocratiques issues d'élections libres. Vive le Mali, vive la République, vive l'armée. Surveille les accès de Bamako. Des gouverneurs militaires administrent les 6 régions de ce Mali grand comme 2 fois la France, son ancienne métropole. C'en était fini du régime révolutionnaire qu'on avait longtemps cru le mieux enraciné et le plus intègre en Afrique. Ce n'est plus à Modibo Keïta qu'on obéit, et les milices de son comité national de défense de la Révolution ont disparu des rues où déambulent, armés mais débonnaires, les hommes du comité militaire de libération. Car les militaires ont fait, paradoxalement, de la permanence de l'ancien parti, leur quartier général, le siège du gouvernement et aussi une prison. Car, à l'exception de Modibo Keïta, les dirigeants déchus sont incarcérés ici, séparés de la colère et des clameurs de la foule par de simples portes à claire-voie. Quelle était la raison principale de l'impopularité du régime? La raison principale était c'était les miliciens qui agissaient vraiment d'une façon brutale, comme Hitler en 1945, quoi. Aussi fort que cela? Oui, c'était pire que cela, si on peut même dire. C'est eux qui faisaient la loi? C'est eux qui faisaient la loi, en quelque sorte. À 2 h du matin, tu peux sortir en ville. Même chose, revenant 1 heure de temps après le cinéma, les miliciens ils vous rencontrent en cours de route avec une soeur ou bien avec une cousine. Ils vous demandent vos pièces d'identité, vos papiers de mariage. Si vous n'avez pas ça, ils vous prennent et vous amènent au camp. On était fatigués, nos pères, nos mères, tout le monde. On n'avait plus de riches, ni de mille dans nos maisons. Sous l'Ancien Régime, on arrêtait beaucoup de gens. On arrêtait beaucoup de gens. J'ai même des camarades qui sont partis à Kidal. Qu'est-ce que c'est Kidal? C'est un endroit presque là où on tue les personnes. Vraiment, le régime de Modibo Keïta tuait des gens? Oui, il tuait vraiment des gens. Il a tué plus de 1000 personnes. Enfin, maintenant, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur maintenant. Pour les mères de famille? Oui. Nous sommes à l'ex-permanence du parti, qui est devenu le siège du comité militaire de libération nationale. Vous n'avez pas pu occuper la palais présidentielle? Non, pas pour le palais présidentiel. Nous avons préféré nous installer ici en attendant de nous organiser. Mon capitaine, pour quelles raisons les militaires ont-ils fait le coup d'État du 19 novembre? Eh bien, les militaires ont fait le coup d'État du 19 novembre parce que le 19 novembre, l'armée était persuadée que l'ancien régime ne répondait plus aux aspirations du peuple. C'est pour cette raison que les militaires ont procédé au coup d'État. Vous êtes donc confirmé comme ministre des Finances. Sur quels critères s'est-on fondé pour rappeler les anciens ministres? Je crois qu'on s'est fondé sur 2 séries de critères. Je crois d'abord critères de technicité, j'ose m'exprimer ainsi, et ensuite par le fait qu'on savait quand même à Bamako et dans l'opinion publique que certains d'entre nous n'étaient plus du tout d'accord avec les méthodes de gouvernement de l'ancien régime, étaient même en désaccord fondamental
sur certains points essentiels. Le nouveau héros national, l'auteur du coup d'État, Moussa Traoré, n'a que 32 ans. Quelques années plus tard, la situation ne s'améliorant pas avec les militaires, les jeunes manifestants prennent d'assaut les rues de Bamako et scandent « Vive Modibo, vive Modibo !», ce qui inquiète vivement la junte qui vient de transférer l'ancien président dans une prison à Bamako. Quelques jours après, précisément le 16 mai 1977, un communiqué annonçant la mort de Modibo Keïta est lu à la radio malienne en ces termes. Modibo Keïta, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'un édème aigu des poumons. Ce fait étonne tout le monde, surtout ses proches parents, qui l'avaient vu en parfaite santé tout juste quelques heures auparavant. Quand Modou est mort, on dit de remettre le corps à sa famille. Je dis, avant de remettre le corps à la famille, il faut faire une sensibilisation, parce que Modou est très populaire. Si on met le corps à la famille, vous allez voir ce qui va se passer. Remettre le corps à la famille comme ça, c'est un peu difficile. Il faut faire une sensibilisation de corps. C'est-à-dire une sensibilisation avant de remettre le corps. Sinon, je suis décrit que Modou Keïta un jour à la retraite est mort. Qui a dit ça? Le communiqué a été dirigé par le Philippines. Et ça a été dicté. Ça lui a été dicté? Oui. On a dit de faire le communiqué. Il était le secrétaire permanent de Moussa. Donc, il a fait le communiqué. Quand on a fait le communiqué, ils ont vu. Les gens sont venus en masse. Les jeunes, les élèves ont pris le corps pour se diriger pour le comité, aller remettre le corps à ceux qui l'ont tué. Voilà, c'est ainsi que nous fermons portes et fenêtres de cette émission, dans l'espoir de vous retrouver au prochain numéro pour la suite de cette série de rétroviseurs consacrés au coup d'État au Mali de Traoré à Goïta. Et comme le dit l'autre, les coups d'État se terminent toujours par des tas de coups. C'était Kabiné Kondé pour vous.